cher maître. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et je suis extrêmement ravie. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à ce staff mensuel de pédiatrie. Alors, après le choc septique et l'état de choc et la prise en charge de l'état de choc, moi, je vais vous parler un petit peu, de l'antibiogramme. Alors, j'ai intitulé ma présentation Comment faciliter l'antibiogramme aux praticiens. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous savez très bien que le choix d'une antibiothérapie curative sur documentation et se fait sur la base d'un antibiogramme qui est délivré par le microbiologiste et généralement c'est une liste d'antibiotiques potentiellement actifs et sensibles pour traiter efficacement donc le patient. Et donc c'est une liste d'antibiotiques qui répond aux recommandations des experts, au comité expert et qui est délivrée à titre indicatif mais qu'on peut adapter bien sûr en fonction des indications en fonction du contexte clinique. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'une bonne utilisation des antibiotiques, elle passe entre autres par une bonne interprétation de l'antibiogramme. L'antibiogramme qui doit être réalisé correctement et qui doit être également interprété correctement. Et même en tant que clinicien, il faut avoir l'œil critique sur l'antibiogramme et connaître les principales règles d'interprétation, les principales résistances naturelles et éventuellement les choses des familles bactériennes les plus fréquemment rencontrer dans votre pratique. Et donc, je vais commencer par parler brièvement, quand vous m'avez demandé, cher maître, professeur Bousfara, un petit peu de rappeler brièvement les mécanismes d'action, comment agissent les antibiotiques, comment les bactéries arrivent à échapper à l'action des antibiotiques, rappeler brièvement le principe de l'antibiogramme, parler un petit peu de l'intérêt des CMI et enchaîner par la suite par quelques exemples d'antibiogrammes, les principales règles d'interprétation en choisissant des familles bactériennes que vous rencontrez souvent dans votre pratique quotidienne. Alors, vous savez très bien qu'il existe plusieurs antibiotiques, donc naturels, semi-synthétiques ou de synthèse, qui attaquent spécifiquement les bactéries. On traite, les antibiotiques permettent de traiter les infections bactériennes. Ils ne sont pas efficaces ni sur les virus, ni sur les bactéries. Et donc, la particularité de cette classe de médicaments, c'est que la cible pharmacologique des antibiotiques, elle est localisée non pas dans un tissu qui est particulier de notre organisme, mais dans une bactérie qui est hébergée par notre organisme. Et donc, certains antibiotiques vont agir sur Escherichia coli dans les voies digestives et urinaires, d'autres sur les pneumocoques ou les Haemophilus au niveau des voies respiratoires, d'autres également sur les staphylocoques ou les streptocoques au niveau de la peau ou bien au niveau de la sphère ORL. Et donc, l'objectif de l'antibiothérapie, c'est non pas de stériliser le foyer infectieux, mais de baisser un petit peu l'inoculant bactérien pour permettre à notre système immunitaire de contrôler l'infection. Alors, en raison de l'intérêt bactériologique qui en découle, il y a une classification, comme vous savez, d'antibiotiques qui est basée sur la structure chimique de l'antibiotique, bien évidemment, mais aussi sur le mécanisme d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir au sein d'une famille d'antibiotiques les molécules qui appartiennent à cette famille. Ils vont avoir une structure chimique apparentée, ils vont avoir la même cible au niveau de la bactérie, ils vont avoir le même mécanisme d'action et donc forcément, ils seront soumis au même mécanisme de résistance. Et donc, quand on raisonne en termes de résistance bactérienne, on raisonne toujours en termes de famille d'antibiotiques, de classe d'antibiotiques et non pas de molécules isolées. Alors, quand je prends l'exemple ici de la famille des bêta-lactamines, les molécules qui appartiennent à cette famille seront classées en fonction de leur spectre d'activité, mais aussi en fonction de la notion d'apparition. Et donc, quand je prends les aminopénicillines, ils ont un spectre beaucoup plus large que la pénicilline G ou alors la pénicilline M. Quand je prends les céphalosporines de quatrième génération comme la céphépime, elle a un spectre beaucoup plus large que les céphalosporines de première génération, de deuxième génération et de troisième génération. Alors, pour comprendre comment les antibiotiques agissent et pour comprendre par la suite, bien sûr, comment les bactéries arrivent à échapper à l'action des antibiotiques, il est important de comprendre la cible de l'antibiotique qui est la bactérie. Et donc, en simplifiant la structure d'une bactérie, donc une bactérie a des structures fondamentales telles que la paroi, qui est une enveloppe externe, qui est en rouge, la membrane cytoplasmique qui est en bleu et qui joue un rôle très important dans la respiration cellulaire, le chromosome formé par une molécule d'ADN, et les ribosomes qui interviennent dans la synthèse ribosomale.
Et donc, ce sont des éléments qui sont importants, qui seront la cible des antibiotiques et qui, par la suite, seront utilisés également par la bactérie pour échapper à l'action des antibiotiques. Alors, de la structure de cette paroi, qui est un élément vital pour la bactérie, de la structure de cette paroi dépendra l'appartenance des bactéries en bactéries à gram positif et en bactéries à gram négatif. Alors, quand je schématise la différence de la structure de la paroi entre une bactérie à gram positif et bactérie à gram négatif, les antibiotiques pour pénétrer, chez les gram positifs, ils vont traverser la fameuse couche de peptidoglycane qui est perméable aux antibiotiques. Et chez les bactéries gram négatives, ils possèdent une couche très fine de peptidoglycane. Par contre, ils possèdent un élément que ne possèdent pas les bactéries à gram positifs, qui est la membrane externe. Et au niveau de cette membrane externe, on a les fameuses porines qui sont le lieu de passage des antibiotiques. Et donc, pour qu'un antibiotique puisse agir sur la bactérie, il doit d'abord pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et donc, soit il va traverser la couche de peptidoglycane chez les grammes positifs, soit il va traverser les porines chez les grammes négatifs. Il doit se retrouver à l'intérieur de la bactérie, il doit se retrouver en concentration suffisante, il doit trouver une cible spécifique sur laquelle il va se fixer pour interagir. Alors, à partir de là, donc, pour pouvoir agir sur la bactérie, les antibiotiques doivent inhiber une des fonctions physiologiques très importantes à la vie de la bactérie, à sa survie. Et notamment, certains antibiotiques vont détruire la membrane cytoplasmique, donc vont bloquer la respiration cellulaire. D'autres vont inhiber la réplication de l'ADN ou alors la synthèse des folates, qui sont également un élément très important dans la réplication de l'ADN. D'autres vont inhiber, vont bloquer la synthèse des protéines, ou alors d'autres vont inhiber la synthèse de la paroi. Et donc, à partir de là, quand je prends l'exemple de la colistine, c'est un antibiotique qui va bloquer la respiration cellulaire, qui détruit la membrane cytoplasmique. Je donnerai l'exemple également de certains antibiotiques qui vont bloquer la synthèse de la paroi, tels que les bêta-lactamines, les glycopeptides, la phosphomycine. Ils inhibent la synthèse de la paroi, ils inhibent la synthèse du peptidoglycane, qui est un élément très important dans la constitution de la paroi des bactéries. D'autres antibiotiques comme les quinolones, comme la rifampicine, comme le Bactrim, les sulfamides, ils vont bloquer, ils vont agir au niveau de l'ADN, ils vont bloquer la réplication de l'ADN, ils vont inhiber les enzymes qui interviennent dans la réplication de l'ADN. D'autres antibiotiques également, comme les aminosides, les cyclines, les macrolides, les phénicolés, l'acide succidique, le linezolide, ils vont agir sur le ribosome, ils vont avoir une cible ribosomale, ils vont bloquer la synthèse des protéines. Donc, vous voyez que la classification des antibiotiques prend cet élément important qui est le mécanisme d'action, et notamment pour les molécules qui appartiennent à la même classe, ils partagent la même cible, ils partagent le même mécanisme d'action. Alors, comment, en fait, pour donner un exemple de comment agissent les antibiotiques sur la paroi, je prends l'exemple des bêta-lactamines. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Très bien, merci. Alors, les bêta-lactamines sont de petites molécules qui traversent sans problème la couche du peptidoglycane chez les bactéries à gram positif et qui traversent donc et qui vont traverser donc les porines chez les bactéries à gram négatif. Ces bêta-lactamines, une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils vont se fixer sur une cible spécifique puisque ce sont des antibiotiques qui agissent au niveau de la paroi. Et donc, leur cible au niveau de la paroi, ce sont des enzymes qu'on appelle les protéines liant les pénicillines, et ce sont des enzymes qui interviennent dans la synthèse du peptidoglycane. Et donc, quand les bêta-lactamines se fixent sur cette cible, ils vont les inactiver et ils vont ainsi empêcher la synthèse du peptidoglycane et donc empêcher la synthèse de la paroi, et donc d'où leur action bactériostatique au départ, puis bactéricide par la suite. Si je prends l'exemple d'une autre famille d'antibiotiques tels que les glycopeptides, qui sont également des antibiotiques qui agissent sur la paroi, les glycopeptides, ce sont des grosses molécules sous forme de poche qui ne peuvent pas traverser les porines des bactéries à gram négatif. Et donc, les glycopeptides ne peuvent pas agir sur les bactéries à gram négatif, ils sont inactifs sur les bactéries à gram négatif. On ne peut pas les utiliser pour traiter une infection à Escherichia coli ou à Pseudomonas aeruginosa ou à Cyanobacter baumannii. Par contre, ils sont très perméables au niveau de la couche du peptidoglycane et traversent facilement la paroi des bactéries à gram positif. Et ce sont des antibiotiques qui sont lentement bactéricides. Alors,
À partir de là, donc, les bactéries sont des micro-organismes qui sont extrêmement intelligents. Vous savez que la résistance bactérienne aux antibiotiques, c'est un processus de sélection naturelle que la nature elle a mis en place pour que les bactéries puissent se protéger, puissent survivre. C'est un processus certes naturel, mais l'utilisation abusive des antibiotiques, elle accélère ce processus. Et donc, la bactérie, pour se défendre, quand elle est soumise à une pression de sélection par les antibiotiques, elle va essayer de se protéger, elle va essayer de survivre et elle va développer des mécanismes de résistance pour échapper justement à l'action des antibiotiques. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle devient imperméable à l'antibiotique, donc elle ne le laisse pas rentrer, soit elle le laisse rentrer, mais elle va mettre en place un système d'une pompe à protons qui va l'éjecter vers l'extérieur, soit elle va produire une enzyme à l'intérieur qui va dégrader l'antibiotique quand il va rentrer, ou alors, on a dit tout à l'heure que l'antibiotique, pour agir, il a besoin, une fois à l'intérieur de la bactérie, de se fixer sur une cible spécifique. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la bactérie? Elle va modifier la cible de l'antibiotique ou alors elle va le protéger par des protéines pour empêcher justement l'antibiotique de se fixer sur sa cible et donc d'agir et de détruire la bactérie. Et donc, ce sont les principaux mécanismes de résistance que la bactérie elle met en place pour échapper justement à l'action des antibiotiques. Alors, oui? Est-ce non, non, c'est bon. Vas-y, vas-y. Je continue? Oui. Très bien, merci. Alors, donc, une bactérie qui était habituellement sensible à un antibiotique, elle peut devenir résistante si sa paroi, elle devient imperméable à l'antibiotique. Donc, c'est une imperméabilité membranaire à l'antibiotique en question. Et c'est un mécanisme de résistance qui intéresse uniquement les bactéries à Gram négatif parce que ce sont les bactéries qui possèdent les porines au niveau de leur membrane externe. Et donc, soit suite à une mutation, donc la bactérie, il y aura soit une obstruction partielle, une obstruction totale ou carrément une perte de porine et la bactérie, elle devient résistante à l'antibiotique. Généralement, c'est un mécanisme de résistance qui apparaît sous traitement. On est sous traitement antibiotique et donc la résistance par imperméabilité arrive. Et là, je donne l'exemple d'une souche qui était sensible, donc qui était sensible au méropenem, au carbapenem, et qui, sous traitement, 10 jours après, la souche elle devient résistante par imperméabilité au carbapenem. Alors, un des mécanismes de résistance également mis en place par la bactérie, c'est le mécanisme de rejet vers le milieu extérieur de l'antibiotique. Donc, c'est une pompe à protons qui va, une fois l'antibiotique à l'intérieur, il sera rejeté vers l'extérieur. Et donc, c'est un mécanisme de résistance qui intéresse à la fois et les bactéries gram positives et les bactéries gram négatives. Alors, la particularité de ce mécanisme, c'est que parfois, on retrouve des pompes à protons, des pompes à effluves qui vont rejeter plusieurs antibiotiques qui appartiennent à plusieurs familles d'antibiotiques. Et on se retrouve avec une souche multirésistante à plusieurs antibiotiques, à plusieurs familles d'antibiotiques à la fois. Alors, un autre mécanisme dont on a parlé tout à l'heure, c'est la modification de la cible bactérienne de l'antibiotique. En fonction des antibiotiques, il y aura donc des cibles spécifiques à des familles d'antibiotiques. Soit certains antibiotiques, comme on a vu tout à l'heure, ont une cible ribosomale, soit d'autres, ils ont des cibles au niveau du chromosome, notamment les enzymes qui interviennent au niveau de la réplication de l'ADN, ou alors une cible au niveau de la paroi pour les enzymes qui agissent sur la paroi. Et donc, en modifiant la cible de l'antibiotique, ou alors lorsqu'il est perdu totalement, donc soit sur le plan quantitatif en modifiant, ou alors sur le plan qualitatif, la bactérie elle devient résistante à l'antibiotique. Alors, je donnerai l'exemple ici chez le pneumocoque. Le pneumocoque, vous savez qu'il récemment, il y a cette sensibilité diminuée aux pénicillines chez les pneumocoques. Normalement, le pneumocoque, là, c'est une cocci schématisée sous forme d'un cocci à gram positif. Donc, la pénicilline, il a une sensibilité naturelle à la pénicilline. Et donc, la pénicilline, pour agir, elle va se fixer, va rentrer à l'intérieur et elle va se fixer sur les fameuses PLP, les protéines liant de liaison à la pénicilline. Une fois qu'elle se fixe sur ces PLP, elle va les inactiver, elle va inhiber la synthèse du peptidoglycane et détruire la bactérie. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce fameux pneumocoque, il va capter des fragments d'ADN qui sont libres dans la nature parce que lui, il partage la même niche écologique, la même sphère oropharyngée que les streptocoques oraux, viridans. Et donc, quand ils éclatent, il va y avoir des morceaux d'ADN qui vont être libres dans la nature et le pneumocoque peut les capter et les intégrer à son chromosome. Et si ces fragments d'ADN contiennent des gènes de résistance particuliers, et donc ils vont coder pour des PLP qui sont modifiés.
et ça va être des PLP qui ont une faible affinité pour les pénicillines. Et donc, on va se retrouver à la fin avec une souche de pneumocoque qui devient de sensibilité diminuée aux pénicillines. Donc, c'est une modification de la cible de l'antibiotique. Alors, il y a également un autre mécanisme de résistance qui est la protection de l'acide, parce que certaines bactéries vont exprimer des déterminants, des protéines qui vont protéger la cible de l'antibiotique, ils ne vont pas la modifier, mais ils vont la protéger pour empêcher la fixation de l'antibiotique sur sa cible, notamment, on donne l'exemple ici par la résistance plasmidique au fluoroquinolone, suite à l'expression de ces protéines QNR qui vont protéger les topoisomérases, les enzymes qui interviennent dans la réplication de l'ADN, ils vont empêcher la fixation des fluoroquinolones sur ces enzymes-là. Et donc, ils protègent la cible de l'antibiotique. Alors, un autre mécanisme très, très important, c'est la production d'enzymes. C'est l'inactivation enzymatique. Et donc, cette inactivation enzymatique, si vous pouvez m'excuser, juste, j'ai le chargeur. Alors, inactivation enzymatique en produisant des enzymes. Et donc, c'est un mécanisme très, très important pour résister aux bêta-lactamines, mais également pour résister aux aminosides. Alors, la bactérie produit des enzymes, l'antibiotique, il rentre, et donc ces enzymes-là vont le dégrader, vont hydrolyser, et donc ils vont entraîner l'inefficacité de l'antibiotique qui a pénétré. Alors, les bêta-lactamases, vous connaissez certainement, vous avez déjà entendu parler des bêta-lactamases qui sont tout simplement des enzymes qui dégradent les bêta-lactamines. Et donc, en fonction du substrat qui est hydrolysé, on a les céphalosporinases qui inactivent les céphalosporines, il y a les pénicillinases qui inactivent les pénicillines, et dans ces pénicillines, en fait, au niveau de chaque enzyme, on a des niveaux en fonction des molécules qui sont touchées. Quand on dit, par exemple, pénicillinase de bas niveau, ça touche l'amoxicilline, la ticarcilline. Quand on dit pénicillinase de haut niveau, ça va toucher l'amoxicilline aussi, acide clavulanique, parce que l'acide clavulanique n'arrive plus à restaurer l'activité de l'amoxicilline. Quand on parle de ces fameuses bêta-lactamases à spectre étendu, ce sont des enzymes produites par certaines bactéries et qui vont conférer la résistance aux céphalosporines 3e génération et 4e génération. Il y a également les carbapénémases qu'on a maintenant, qu'on isole de plus en plus actuellement, et qui sont des enzymes qui vont inactiver les carbapénèmes. Et donc, c'est le principal mécanisme de résistance aux bêta-lactamines chez les entérobactéries. Ces enzymes sont produites d'une façon naturelle par certaines bactéries, ou alors elles sont acquises au fur et à mesure de la vie de la bactérie. Alors, il est important aussi de parler du support génétique de la résistance. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on dit la résistance bactérienne, elle est liée à une information qui est portée par le code génétique de la bactérie. Et le support de cette information génétique, elle est portée soit sur le chromosome de la bactérie, soit sur ce qu'on appelle un plasmide ou un autre élément génétiquement mobile. Les plasmides, généralement, ce sont ces petites molécules d'ADN douées d'une réplication autonome, mais il y a d'autres éléments génétiquement mobiles également, comme des transposants, les intégrants, etc. Et donc, la résistance, elle survient suite à deux voies totalement différentes, totalement distinctes. Soit c'est une mutation au niveau d'un gène existant, c'est un stress bactérien de la bactérie, et donc il va y avoir une mutation au niveau d'un gène qui existe déjà, soit c'est une acquisition d'un matériel génétique étranger qui, lui, va porter la résistance et va ramener la résistance avec lui. Et donc, lorsque les gènes de résistance sont situés sur le chromosome, la transmission de la résistance, elle va se faire d'une façon verticale. Ça veut dire que ces gènes de résistance seront transmis aux générations futures, sont transmis à la descendance. C'est une transmission, c'est une résistance chromosomique. Alors, lorsque les gènes de résistance, également, ces gènes de résistance peuvent être transférés entre les bactéries, et on parle d'une transmission horizontale des gènes de résistance via des éléments génétiquement mobiles qui jouent un rôle très, très, très important dans la dissémination de la résistance. Et c'est pour ça que la résistance plasmidique, elle expose à un potentiel épidémique et à l'installation des épidémies. Et donc, on a besoin d'isoler ces bactéries qui sont à haut potentiel de transmission croisée. Alors, il est important également de rappeler la différence entre ce que c'est qu'une résistance naturelle et une résistance acquise. Alors, une résistance naturelle, c'est tout simplement une résistance qui va concerner toutes les souches qui appartiennent à la même espèce. Et donc, c'est quelque chose qui est porté sur le chromosome, c'est une résistance chromosomique, c'est une résistance qui est innée, qui est constante, qui est stable et qui sera forcément transmise à toute la descendance, à toutes les générations futures. Alors, c'est très important à connaître parce qu'on ne peut pas utiliser les enzymes, les antibiotiques
qui résistent naturellement pour traiter telle ou telle infection à tel ou tel germe, parce qu'il y aura un risque d'échec thérapeutique. Alors, les liaisons fatales à connaître, notamment les grammes positifs, la colicine. La colicine est inactive sur les grammes positifs. Pourquoi? Parce que toutes les bactéries à grammes positifs résistent naturellement à la colicine. L'entérocoque listeria résiste naturellement aux céphalosporines. Je donnerai l'exemple également des streptocoques avec les aminosides. On a utilisé seul parce qu'il y a une résistance naturelle de bas niveau aux aminosides chez les streptocoques. Donc, on ne peut pas les utiliser en monothérapie. Il faut les associer. Les bactéries gram négatives résistent naturellement à la vancomycine. On a dit tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas pénétrer les porines de la membrane externe des bactéries à gram négatif. Les entérobactéries qui résistent naturellement, alors quand on dit entérobactéries, c'est tout ce qui est Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, et puis là, on isole de plus en plus également l'entérobactère cloacae dans notre pratique quotidienne. Et qui résistent, les entérobactéries, toutes les entérobactéries résistent naturellement à la pénicilline G, à l'oxacilline, aux macronides. Certaines entérobactéries, comme les Proteus, Morganella, ils résistent naturellement à la colistine. Quand on parle du Pseudomonas aeruginosa, du piocyanide, il faut savoir qu'il résiste naturellement au céfotaxime, ceftriaxone. Les anaérobies, les aminosides sont inactifs parce qu'ils résistent naturellement. Donc, il y a des résistances naturelles. On n'est pas obligé de retenir toutes les résistances naturelles, mais il y a certaines qu'il faut connaître parce qu'on isole souvent ces bactéries-là. On est souvent amené à lire leurs antibiogrammes. Et donc, c'est important quand même de se rappeler de ces résistances naturelles les plus importantes. Alors, à partir de la résistance naturelle, il y a parallèlement ce qu'on appelle la résistance acquise. Alors, la résistance acquise, c'est quelque chose qui va se développer par la suite. C'est une souche qui va acquérir de la résistance alors qu'elle était habituellement sensible. Elle était naturellement sensible. Et donc, c'est une proportion de souches au sein d'une espèce qui va devenir résistante à tel ou tel antibiotique. Le support génétique ici peut être un plasmide ou le chromosome. Et donc, il faut savoir que les résistances acquises sont principalement, très fréquemment, c'est des résistances plasmidiques. Et donc, qui exposent éventuellement, qui ont un potentiel de dissémination qui est important grâce à sa transmission horizontale des gènes de résistance entre les bactéries. Alors, à partir de là, il y a des terminologies aussi que vous entendez souvent. On parle d'une résistance croisée, on parle de co-résistance, on parle d'une bactérie multirésistante, hautement résistante, etc. Alors, c'est quoi une résistance croisée? Une résistance croisée, c'est lorsque c'est une résistance qui va toucher des antibiotiques qui appartiennent à la même famille et qui fait impliquer le même mécanisme de résistance. Donc, tous les antibiotiques appartenant à cette famille vont être résistants par le même mécanisme de résistance. Et donc, on va voir ça dans les exemples que nous allons voir tout à l'heure sur les antibiogrammes à interpréter, et vous allez mieux comprendre. Et donc, la conséquence de la résistance croisée, justement aux antibiotiques, c'est la sélection croisée de la résistance aussi. Pourquoi? Parce que n'importe quel antibiotique de cette famille, si on va l'utiliser, il peut sélectionner des bactéries résistantes à tous les autres membres de cette famille d'antibiotiques. Là aussi, il y a ce qu'on appelle les co-résistances. La différence avec la résistance croisée, c'est que là, on va avoir plusieurs mécanismes de résistance qui vont être associés chez la même bactérie. C'est-à-dire qu'une bactérie, elle va être résistante à plusieurs antibiotiques, à plusieurs familles d'antibiotiques, par des mécanismes de résistance qui sont différents. Et donc, chaque mécanisme de résistance va conférer la résistance à une famille d'antibiotiques. Et on va se retrouver avec une bactérie qui va résister à la fois aux bêta-lactamines, aux aminosides, aux fluoroquinolones, en impliquant plusieurs mécanismes de résistance. Et là aussi, la conséquence majeure, c'est la co-sélection de la résistance parce qu'une classe d'antibiotiques à laquelle la bactérie elle est résistante, elle va pouvoir sélectionner la résistance à d'autres classes d'antibiotiques qui ne sont pas reliées. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, oui. Donc, je peux continuer. Bien sûr. Merci beaucoup, cher maître. Alors, en pratique, quand on détermine la sensibilité d'une bactérie à tel ou tel antibiotique par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un antibiogramme. Alors, un antibiogramme, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'évaluer l'inhibition de la croissance bactérienne par l'antibiotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça c'est l'antibiogramme standard, classique, utilisé par la plupart des laboratoires de microbiologie, utilisant des disques
en papier qui sont imprégnés par des concentrations d'antibiotiques bien précises. Alors, et là, c'est la suspension, c'est la bactérie qui a poussé. Alors, lorsque la bactérie, elle arrive, logiquement, elle arrive à pousser en présence de l'antibiotique, c'est que l'antibiotique, il est inefficace. Lorsqu'elle n'arrive pas à pousser en présence de l'antibiotique, c'est que l'antibiotique, il est efficace. Et donc, une souche, elle est résistante à l'antibiotique quand elle est capable, justement, de se développer, de pousser en présence d'une concentration d'antibiotiques. Et donc, elle n'arrive pas, l'antibiotique, il est totalement inefficace pour inhiber la croissance bactérienne. Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous avez le disque, là, vous avez la suspension bactérienne qui a été déjà ensemencée sur une boîte. Là, vous avez votre disque d'antibiotiques. Et une fois qu'on le dépose sur la surface d'une gélose préalablement ensemencée par la suspension bactérienne, l'antibiotique, il va diffuser. Il va diffuser selon un gradient de concentration sur le plan vertical et horizontal. Et donc, lorsque la bactérie, elle va commencer à pousser, elle va pousser jusqu'à l'endroit où elle va rencontrer une concentration d'antibiotiques qui va inhiber sa croissance. Et ça va délimiter une zone d'inhibition circulaire qui est indemne de toute croissance bactérienne. Ça veut dire qu'on va avoir ici une zone d'inhibition, une zone où il n'y a pas de croissance bactérienne autour de l'antibiotique. On va mesurer ce diamètre d'inhibition et plus la souche elle est sensible, plus ce diamètre d'inhibition sera grand. Alors, l'antibiogramme, il a un intérêt clinique et pratique essentiel parce qu'il va nous aider, il va aider à la décision thérapeutique en donnant la liste des antibiotiques qui sont sensibles et la liste des antibiotiques qui sont résistants. Et donc, ce sont des diamètres d'inhibition qui seront lus directement sur l'antibiogramme, qui seront confrontés à des diamètres critiques élaborés par des comités experts. Et à partir de là, on va interpréter, on va dire cette souche, elle est résistante et l'autre, elle est sensible à cet antibiotique. Alors, l'antibiogramme, il permet également, quand on lit l'antibiogramme, ça permet également de comparer le phénotype qu'on va observer sur cet antibiogramme avec le phénotype sauvage de la bactérie. Pourquoi? Parce que l'identification de la bactérie et l'antibiogramme, ce sont deux choses qui se font en parallèle et qui sont indissociables. Et donc, il faut, quand on connaît l'identification de la bactérie, on connaît le phénotype sauvage. Ça veut dire quoi un phénotype sauvage? Ça veut dire un phénotype où la bactérie n'exprime que ses résistances naturelles. Et donc, ça va nous permettre de rectifier quand il y a des erreurs d'identification ou alors des erreurs d'antibiogramme et recontrôler quand il y a un problème parce qu'on compare toujours l'identification de la bactérie à l'antibiogramme. Alors, ça permet également de déduire les mécanismes de résistance. Donc, sur l'antibiogramme, je vais regarder, je vais voir quels sont les mécanismes de résistance qui sont impliqués et donc je pourrais réajuster des traitements qui ont été déjà démarrés et qui sont probablement inefficaces ou résistants. Et ça permet également de faire ce qu'on appelle une lecture interprétative de l'antibiogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que parfois, on est amené à modifier une catégorisation clinique pour une souche qui était retrouvée sensible ou résistante. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en considération plusieurs éléments, les synergies des antibiotiques, les antagonismes, en fonction, est-ce qu'on a utilisé un antibiotique marqueur qui va nous permettre d'extrapoler sur le reste des antibiotiques? Est-ce qu'on a utilisé des tests supplémentaires de détection de certains mécanismes de résistance? Est-ce qu'il y a des résistances croisées? Est-ce qu'il y a des résistances associées? Est-ce qu'il y a carrément des phénotypes impossibles? Et donc, dans ce cas-là, je serai obligée de changer le résultat. Et donc, parfois, c'est une interprétation qui est valable pour d'autres antibiotiques qui ne sont pas testés. Bien sûr, ce n'est pas fait comme ça, c'est en connaissance des mécanismes de résistance qui sont impliqués chez cette bactérie. Alors, pour les diamètres d'inhibition, il faut savoir que les diamètres d'inhibition dont on a parlé tout à l'heure, ils sont inversement corrélés à la concentration minimale inhibitrice. Alors, c'est quoi une CMI? La CMI, elle permet tout simplement de caractériser l'effet bactériostatique d'un antibiotique sur une bactérie. C'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui est capable d'inhiber toute culture visible. C'est une souche qui est, plus la souche elle est sensible, plus le diamètre d'inhibition va être grand, plus la CMI va être faible. Alors, la CMI, la détermination de la CMI, je donnerai l'exemple de la méthode de référence qui est la technique de microdilution. Sur des tubes, nous avons donc on a mis le même volume de la suspension bactérienne et des concentrations croissantes d'un antibiotique donné qu'on veut tester.
Il faut savoir que sur un milieu liquide, la croissance bactérienne, elle se manifeste par un trouble. Et donc, le milieu, le liquide, il devient trouble. Alors, sur ces tubes qui sont testés, la CMI, la CMI de l'antibiotique correspondra au premier tube qui deviendra clair. Ça veut dire le premier tube où il n'y a plus de croissance visible. Donc, c'est la technique de microdilution de référence, lourde à réaliser pour tous les antibiotiques et qui est remplacée actuellement par des plaques de microdilution qui sont recommandées pour certains antibiotiques. On peut déterminer également la concentration minimale inhibitrice sur milieu gélosé. Là, nous avons la différence, c'est que là, c'est un disque d'antibiotique avec une concentration bien précise. Pour déterminer la CMI, on a besoin de bandelettes avec différentes concentrations de l'antibiotique et la CMI sera lue directement sur la boîte. C'est la plus faible concentration qui inhibe toute culture visible et donc ici, elle correspond à 0,25 mg par litre. Ici, par exemple, elle correspond à 0,03 mg par litre. Alors, sur cette courbe, nous avons les concentrations sériques qui sont les concentrations d'antibiotiques qui sont déterminées chez le patient. Nous avons le petit c qui est la concentration critique inférieure et qui correspond tout simplement à la dose minimale en antibiotiques qui peut être administrée chez un patient sans danger et qui fait effet sur la bactérie. Et nous avons également grand C qui correspond à la concentration critique maximale, à la concentration critique supérieure, qui est la dose maximale en antibiotiques que peut recevoir un patient sans danger et qui fait effet sur une bactérie. Et à partir de là, on peut rendre une souche sensible lorsque sa CMI est inférieure à la concentration critique inférieure. On peut rendre une souche résistante lorsque sa CMI est supérieure à la concentration critique supérieure et une souche elle est dite de sensibilité intermédiaire lorsque sa CMI elle est comprise entre la concentration critique inférieure et la concentration critique supérieure. La dose maximale, bien sûr, cette concentration critique supérieure, elle correspond au seuil de toxicité. C'est la dose maximale qu'on peut administrer chez un patient sans problème, sans danger pour le patient. Et donc, pour la catégorisation clinique, quand on dit qu'une souche elle est sensible, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité de succès thérapeutique dans le cas d'un traitement qui est administré par voie générale ou par voie orale. Quand on dit qu'une souche elle est résistante à tel ou tel antibiotique, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité d'échec thérapeutique, quel que soit le type de traitement et quelle que soit la dose d'antibiotique qu'on va utiliser chez ce patient. Alors, on parle d'une souche de sensibilité intermédiaire, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité de succès thérapeutique uniquement quand on va utiliser le traitement par voie systémique avec une forte posologie. D'ailleurs, cette catégorie intermédiaire, elle est remplacée actuellement par sensible à forte posologie. Parfois, pour certains antibiotiques, il y a absence de catégorie intermédiaire. Les concentrations critiques qu'on va trouver, c'est soit sensible, soit résistant. Alors, ce sont des antibiotiques généralement où seule la forte posologie est recommandée. Alors, vous allez me dire, quels sont les antibiotiques qu'on teste sur un antibiogramme et comment se fait le choix des antibiotiques à tester. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard, c'est une liste d'antibiotiques qui répond à des recommandations bien précises des comités d'experts. C'est une liste d'antibiotiques qui est choisie en fonction des familles bactériennes et qui est choisie dans un souci d'harmoniser, de standardiser, de pouvoir comparer aussi les résultats par la suite, de faire des surveillances épidémiologiques sur des différentes, à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, puis à l'échelle mondiale. Et généralement, ce sont les antibiotiques les plus prescrits, les antibiotiques qui sont disponibles sur le marché d'un pays, qu'on retrouve au niveau de l'hôpital. Un représentant de chaque classe d'antibiotiques, parce que quand on veut traiter, on a besoin de plusieurs alternatives thérapeutiques. Donc, il faut un représentant des bêta-lactamines, des aminosides, des fluoroquinolones, etc. Il y a également ce qu'on appelle les antibiotiques marqueurs. Parfois, c'est des antibiotiques qu'on va retrouver sur cette liste et qui n'ont pas d'efficacité thérapeutique. On les a mis ici parce que ce sont des antibiotiques qui seront les premiers à être touchés quand il y a un problème de résistance. Et donc, les premiers qui vont nous aider à détecter rapidement l'émergence d'une résistance à tel ou tel antibiotique. Et on les appelle les antibiotiques marqueurs. Il y a également ce qu'on appelle des antibiotiques équivalents. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura certains antibiotiques au sein de ces listes d'antibiogrammes qui, en fait, vont représenter toute une famille d'antibiotiques. Et dans la sensibilité
ou la résistance, elle sera extrapolée sur les autres molécules de la famille sans pour autant qu'on les ait testées sur l'antibiogramme. Et donc, on les appelle des antibiotiques équivalents. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a justement ces résistances croisées qui peuvent nous permettre de faire cette interprétation. Là aussi, dans les recommandations des comités experts, il y a pour chaque famille bactérienne un choix de listes, des listes qui sont proposées. On a des listes standards et des listes complémentaires. Donc, il y aura une liste pour les entérobactéries, il y aura une liste également à tester pour, par exemple, quand on prend les grammes négatifs pour le Pseudomonas aeruginosa, ou alors pour l'hémophilus, ou alors pour les Neisseria. Donc, c'est des antibiotiques une liste qui dépend de l'identification bactérienne, d'une orientation bactérienne. Donc, on a besoin de cette orientation pour choisir la liste des antibiotiques qu'on va tester sur notre antibiogramme. Là aussi, quand on prend les grammes positifs, les cocciagrammes positifs, notamment les staphylocoques et les streptocoques, là aussi, il y a une liste standard, une liste complémentaire pour les staphylocoques et une liste également standard et complémentaire pour les streptocoques, les pneumocoques, l'entérocoque, etc. Donc, c'est très important d'avoir une première orientation d'identification afin de choisir la liste des antibiotiques qui sont adaptés à chaque famille bactérienne, parce qu'on va voir tout à l'heure aussi que les règles c'est un facteur de transcription. Gauche, habituellement dans la physiologie. Est-ce que c'est bon? Nabila, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux reprendre? Oui, oui, vas-y. Merci. Donc là, je disais qu'il est très important d'avoir une première orientation d'identification bactérienne pour choisir correctement la liste des antibiotiques à tester. Et ça prend en considération tous les paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on choisit en fonction de la famille bactérienne et on teste les antibiotiques qui sont adaptés. Alors, là, brièvement, pour vous dire quand est-ce qu'on peut faire une CMI. La plupart des laboratoires font l'antibiogramme standard par milieu gélosé et donc, il faut savoir quand est-ce qu'on peut demander une CMI. Pour faire un antibiogramme, on peut le faire par la méthode des 10, comme je vous ai dit. On peut le faire sur des automates. On peut le faire par des techniques de microdilution qui sont actuellement les méthodes de référence. Et donc, il y a plusieurs techniques pour faire l'antibiogramme. Quand on réalise l'antibiogramme standard par les méthodes des disques, il faut savoir quelles sont les situations où j'aurai besoin d'avoir une valeur de CMI, une concentration en milligrammes par litre de tel ou tel antibiotique. Généralement, la première situation, c'est quand on a, l'antibiogramme par diffusion les résultats vont être peu fiable pour certains antibiotiques. Et notamment, c'est l'exemple de la tigecycline, c'est l'exemple de la vancomycine, de la thécoplanine, c'est l'exemple de l'Neisseria, que ce soit le gonocoque, que ce soit le méningocoque. Pour tester les C3G, il faut que ça soit sur la base de CMI. Pourquoi? Parce que les disques, c'est un peu moins fiable que les CMI. Donc, il faut avoir... Ce sont les recommandations qui imposent de déterminer les CMI pour ce genre d'antibiotiques, pour ces molécules-là. Et c'est la microdilution, c'est la technique de microdilution qui est recommandée éventuellement. Alors, deuxième situation, lorsqu'on a besoin d'un résultat beaucoup plus précis. C'est-à-dire que c'est le cas dans l'exemple de j'ai besoin de confirmer la sensibilité aux céphalosporines de troisième génération dans les infections à streptocoque et les infections sévères, que ce soit les méningites, que ce soit les endocardites, les bactériémies, j'ai besoin de déterminer la CMI des céphalosporines de troisième génération pour confirmer leur sensibilité. C'est également le cas chez les entérobactéries qui produisent cette fameuse BLSE, la bêta-lactamase à spectre étendu dont on a parlé tout à l'heure, et qui confère la résistance aux céphalosporines de troisième génération. Et donc, si je peux avoir une des C3G ou une des C4G qui peut rester sensible quand même chez ces souches BLSE. Mais je ne peux l'utiliser que sur la base d'une CMI qui me dit que tel ou tel antibiotique est sensible, C3G est sensible chez une souche BLSE. Donc, je dois obligatoirement confirmer la sensibilité au C3G chez une souche BLSE avant de l'utiliser, de décider de son utilisation pour le traitement de mon patient. Pareil pour les carbapénèmes. Quand il y a un problème, je dois obligatoirement confirmer par une CMI la sensibilité à l'imipénème ou bien au méropénème avant de l'utiliser chez mon patient quand je suspecte une carbapénémase. Troisième situation,
déterminer la CMI des antibiotiques utilisés en thérapeutique. Ça concerne principalement les infections graves, les infections en réanimation, les souches multirésistantes, où j'ai besoin de mieux prévoir l'efficacité thérapeutique. Et dans ce cas-là, je vais voir quels sont les antibiotiques que je peux éventuellement quand même récupérer et utiliser en déterminant leur CMI. Donc, ce sont généralement les trois principales situations où on a vraiment besoin de demander au laboratoire de nous donner une valeur de CMI pour mieux gérer le risque de l'infection chez notre patient. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à rappeler concernant les mécanismes d'action, concernant les principaux mécanismes de résistance que la bactérie met en place, un petit peu parler brièvement du principe de l'antibiogramme. J'espère que j'ai été assez claire par rapport à ça. Oui, oui, très bien. Merci. Donc, je vais enchaîner avec des exemples d'antibiogrammes pour insister un petit peu sur les principales règles d'interprétation et comment il faut avoir un œil critique dans la lecture de l'antibiogramme. Et je vais traiter les principales familles bactériennes que vous avez au quotidien, que vous isolez au quotidien dans les infections. On va prendre des exemples de bacilles à Gram négatifs et on va voir aussi les exemples de bacilles à Gram positifs. Alors, les bacilles, quand vous avez une infection à bacille à Gram négatif, généralement, quand on vous répand un examen direct qui est positif à bacille à Gram négatif, vous sortez le tiroir des bacilles à Gram négatif. Et donc, ça vous permettra déjà, sur un examen direct, en fonction de la gravité de l'infection, d'orienter votre thérapeutique. Et donc, on va penser aux entérobactéries, on va penser aux Pseudomonas aeruginosa, on va penser à la Cinetobacter baumannii, on va penser à TCBGN non fermentaire, on commence à l'isoler de plus en plus chez les patients immunodéprimés, etc. Donc, on sort le tiroir des bacilles à Gram négatifs. Alors, premier antibiogramme, premier cas, ça concerne une infection urinaire à Klebsiella pneumoniae et vous avez reçu votre antibiogramme. Et là, j'ai mis uniquement les bêta-lactamines. Alors, sur votre antibiogramme, la souche, elle est rendue sensible à l'amoxicilline. Elle est rendue également sensible à la ticarcilline, à l'amoxicilline acide clavulanique, à la céphalotine, qui est une céphalosporine de première génération, à la ceftriaxone et à l'imipenem. Alors, ma première question, quand vous êtes devant cet antibiogramme, est-ce que vous le validez? Est-ce que vous validez cet antibiogramme? Est-ce que vous trouvez que c'est bon, vous pouvez choisir votre antibiotique adéquat ou sur lequel vous allez vous baser? Ma deuxième question, quel est l'antibiotique de choix pour le traitement, éventuellement si vous avez à choisir entre ces différents antibiotiques? Alors, malheureusement, Madame Professeure Bosfara, ça ne peut pas être interactif. Je ne sais pas si… Si, ils peuvent répondre. Est-ce que c'est possible que ça soit… Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes? Est-ce que vous validez cet antibiogramme? Non. Très bien. Alors, pourquoi il ne valide pas cet antibiogramme? Parce que normalement, le Klebsiella n'est pas sensible à l'amoxicilline et la ticarcilline. Très bien, cher maître. C'est moi qui réponds. C'est excellent parce qu'effectivement, la première question qu'on va se poser, quand on a, je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'identification et il y a en parallèle l'antibiogramme. Et donc, la première question, j'ai une infection urinaire à Klebsiella. Donc, cette Klebsiella pneumoniae, si je veux choisir un traitement par les bêta-lactamines, je me pose la question, est-ce qu'elle résiste naturellement aux bêta-lactamines? Et donc, là, effectivement, Klebsiella pneumoniae, qui est une entérobactérie, elle produit naturellement une enzyme qui est une pénicillinase et qui va inactiver l'amoxicilline et la ticarcilline. Donc, il y a des résistances naturelles chez cette bactérie, chez toutes les espèces de Klebsiella, c'est toutes les souches de Klebsiella pneumoniae. Et donc, nous avons systématiquement l'amoxicilline, c'est une résistance naturelle, la ticarcilline, c'est une résistance naturelle. Donc, je ne peux pas les choisir pour le traitement. Si le laboratoire il s'est trompé, s'il y a une erreur de saisie par la secrétaire, donc il faut que je sache qu'effectivement, que la Klebsiella pneumoniae, qui est une bactérie extrêmement isolée, fréquemment isolée en milieu hospitalier, impliquée dans les infections nosocomiales, particulièrement chez nous, dans les différents sites infectieux, et il est important de savoir que cette souche de Klebsiella, elle résiste naturellement à l'amoxicilline. Donc, je ne valide pas cet antibiogramme parce que le laboratoire, il s'est trompé. Quel est l'antibiotique de choix pour le traitement? À votre avis, si j'ai à choisir… On pourrait peut-être… utiliser l'amoxicilline. Oui, parce que l'acide clavulanique, il restaure l'activité de l'amoxicilline. Et en plus, il y a une très bonne concentration au niveau
urinaire, donc en fonction du contexte clinique, bien sûr, en fonction du sexe du patient, en fonction là, l'antibiotique qui a le moins, voilà, que je devrais utiliser, c'est l'antibiotique qui a le spectre le plus étroit, qui a le moins d'impact sur écologique et le moins d'impact sur le microbiote. Et donc, on raisonne toujours en fonction du spectre d'activité, en fonction de l'impact également sur le microbiote et de l'impact écologique. Et donc, effectivement, Klebsiella pneumoniae sauvage, ça veut dire que la souche qui n'exprime que ses résistances naturelles, elle résiste, comme vous voyez ici sur certains antibiogrammes, elle résiste naturellement à l'amoxicilline, à la ticarcilline. Par contre, l'amoxicilline acide clavulanique, il reste sensible. Alors, deuxième cas, c'est une infection urinaire à Enterobacter cloacae qui est traitée en probabiliste par l'amoxicilline acide clavulanique, mais le patient ne s'améliore pas cliniquement. Là aussi, vous avez devant vous une souche qui est rendue résistante à l'amoxicilline, qui reste sensible à l'amoxicilline acide clavulanique et aux céphalosporines et à l'imipenem. Est-ce que vous validez cet antibiogramme? Alors, les jeunes. Est-ce que vous validez cet antibiogramme? Alors, je crois que... Alors, si tu le mets, c'est qu'il ne faut pas valider. On ne sait jamais. Non, je ne valide pas parce que je me poserai la même question que tout à l'heure. Vous savez, l'Enterobacter cloacae, dans notre contexte, en tout cas ici au Maroc, on l'isole très fréquemment dans les infections urinaires, dans les bactériémies, dans les infections liées au KT. Et donc, c'est une bactérie et c'est une enterobactérie extrêmement isolée et fréquemment isolée au laboratoire. Et donc, là aussi, j'ai un patient qui ne s'améliore pas, qui a une infection urinaire. Il résiste probablement. Voilà, il résiste probablement à l'amoxicilline clave. Exactement. Et donc, je me dis dans quel contexte? Tout en sachant que l'Enterobacter cloacae a une résistance naturelle à l'amoxicilline acide clavulanique et aux céphalosporines de première génération. C'est une résistance naturelle. Donc, je ne peux pas traiter une infection Enterobacter cloacae par l'amoxicilline acide clavulanique ni par les céphalosporines de première génération. Donc, je ne valide pas mon antibiogramme. Là aussi, j'ai détecté une erreur aussi sur l'antibiogramme, ou alors je vais la rectifier et j'appelle mon laboratoire pour dire il y a eu un problème d'erreur de saisie ou quelque chose qui a fait que je ne peux pas valider cet antibiogramme non plus, en tant que clinicien. Voilà, donc ceci juste pour vous montrer l'importance quand même de connaître les résistances naturelles pour certaines bactéries qu'on isole fréquemment dans notre contexte. Et là, bien sûr, l'Enterobacter cloacae, comme vous voyez ici, il résiste naturellement à l'amoxicilline, céphalosporine de première génération, l'amoxicilline acide clave. Ce sont des résistances, comme vous voyez ici, des résistances de contact. Donc, il y a un risque d'échec thérapeutique si on l'utilise pour le traitement de l'infection à Enterobacter cloacae. Alors, troisième cas, c'est une infection toujours à Enterobacter cloacae. Alors, ceci juste pour soulever un point important chez ce groupe d'entérobactéries. Vous avez alors un antibiogramme où vous avez, comme c'est un Enterobacter cloacae, donc évidemment, on va avoir la résistance naturelle à l'amoxicilline acide clavulanique et aux céphalosporines de première génération. Et il faut savoir que chez le cloacae, il y a aussi la céfoxytine qui est une résistance naturelle, qui est une céphalosporine de deuxième génération. Ça résiste naturellement chez le cloacae. Alors, à part les résistances naturelles, tous les autres antibiotiques testés sont sensibles. Donc, j'ai les C3G sensibles, j'ai les C4G sensibles, j'ai les carbapénem qui sont rendus sensibles, les fluoroquinolones, les aminosides, etc. Alors, quel est l'antibiotique de choix si j'ai à choisir au sein de la famille des bêta-lactamines? Si j'ai à rester au sein de la famille des bêta-lactamines, quel est l'antibiotique de choix pour le traitement d'une infection à Enterobacter cloacae? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous avez une idée sur cette particularité? Tu as une réponse. Mariam Ben Slima, c'est une résidente. Ticarcilline. Elle répond ticarcilline. Elle traite avec la ticarcilline, oui. Est-ce qu'elle répond? Est-ce que j'ai des réponses là? Vous avez la ticarcilline commercialisée en Tunisie? Je ne sais pas. Mariam répond. Chez nous, non. On l'utilise, on la teste sur l'antibiogramme des entérobactéries parce qu'elle nous aide principalement à détecter les mécanismes de résistance. Non, c'est rien, c'est un artefact. Okay. On va tester quoi? Oh, mais je ne sais pas si c'est bon.
Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Pour ceux qui ne veulent pas parler, bien sûr. Sinon le céfotaxime, non? Voilà, donc là, on sera beaucoup plus, voilà, entre les, si j'ai à choisir entre une bêta-lactamine, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller vers le spectre le plus étroit éventuellement, et un impact écologique et sur le microbiote moins important. Donc, logiquement, on va se dire, je vais choisir une céphalosporine de troisième génération, type céfotaxime, ceftriaxone, notamment le céfotaxime. Alors, la particularité de l'infection entérobactère cloacae, c'est que l'antibiotique de choix pour le traitement de ces genres d'infections, même si les C3G type Friaxone, céfotaxime sont sensibles, il faut traiter par la céphépime, les céphalosporines de quatrième génération. Pourquoi? Parce que les recommandations des experts sont très claires. Quand on a une entérobactérie du groupe 3, entre autres, dont fait partie l'entérobactère cloacae, même s'ils sont sensibles sur l'antibiogramme, au céfotaxime, à la ceftriaxone ou à la ceftazidine, l'utilisation en monothérapie de ces antibiotiques, elle est déconseillée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir rapidement un risque de sélection des mutants résistants durant le traitement. Et donc, pour traiter une infection entérobactère cloacae, des fois on a des bactériémies, des fois on a des sepsis à entérobactère cloacae, et donc il faut, le traitement de choix, c'est plutôt la céphépime, la céphalosporine de quatrième génération. Alors, oui. Le nom commercial, c'est quoi? Céphépime. Nous, c'est Céphépime, commercialisé. Je pense qu'on ne l'a pas en Tunisie. D'accord. Nous, on l'a au Maroc et depuis ces 2 dernières années. Et c'est vrai que ça aide énormément aussi dans le traitement de ces infections entérobactéries de groupe 3, notamment le cloacae, le Citrobacter frandii, et ça permet une bonne alternative thérapeutique pour préserver un petit peu cette sensibilité à la céfotaxime et au ceftriaxone. Alors, je voulais juste préciser, je voulais parler de ça parce que c'est une particularité qui concerne le cloacae. Oui. Je peux continuer? Oui, oui, bien sûr. Alors, je veux juste aussi rappeler une chose importante. Vous savez, les entérobactéries, c'est quasiment les infections les plus fréquemment isolées et retrouvées en milieu hospitalier. Alors, quand on a une résistance aux céphalosporines de troisième génération, généralement, c'est dû à 2 mécanismes. Soit c'est une céphalosporinase de haut niveau, soit c'est une BLSE, la fameuse BLSE dont on a parlé tout à l'heure, ou alors une céphalosporinase de haut niveau. C'est quoi la différence entre les deux? Si on veut parler sur l'impact, sur la prise en charge thérapeutique du patient, c'est que quand la bactérie, elle résiste ici, comme vous voyez ici, aux céphalosporines de troisième génération, en produisant une céphalosporinase qui va devenir de haut niveau, qui va toucher justement ces céphalosporines de troisième génération, la céphépime, comme vous voyez ici, elle garde une bonne sensibilité. Et donc, même pour les souches résistantes au C3G, la céphépime, elle est une bonne alternative thérapeutique pour des entérobactéries de groupe 3 quand ils résistent aussi au C3G. Par contre, pour les souches BLSE, la céphalosporine, on a une résistance au C3G, mais on a aussi très souvent une résistance aux céphalosporines de quatrième génération. Et donc, on ne peut pas utiliser la céphépime comme une alternative pour traiter une infection à BLSE. Chez les souches, c'est les entérobactéries de groupe 3, notamment l'entérobacter cloacae, la céphépime, elle garde une très bonne sensibilité et on peut l'utiliser comme une alternative thérapeutique. Alors, on a également ici le cas d'une fille de 14 ans qui se présente pour une infection urinaire. Vous avez fait un antibiogramme et on vous a répondu il s'agit d'une souche d'Escherichia coli qui produit une BLSE. Alors, la production de BLSE, elle doit être recherchée systématiquement sur l'antibiogramme. Pourquoi? Pour un intérêt, bien sûr, thérapeutique et pour un intérêt épidémiologique, parce que c'est une résistance plasmidique. Et donc, quand on trouve ce genre de souche chez un patient, il faut l'isoler sur le plan technique et sur le plan géographique parce que c'est des bactéries à haut potentiel de transmission croisée et de dissémination, en dehors de la particularité thérapeutique que cela peut, des limites thérapeutiques que cela peut imposer. Et donc, c'est une souche de colis qui est productrice d'une BLSE et vous avez votre antibiogramme qui a été rendu par le laboratoire. La souche, elle est rendue résistante à l'amoxicilline, la ticarcéline acide clavulanique, la piperacilline, les C1G, les céphalosporines de troisième génération, ceftriaxone, cefixime, ceftazidime, cefipime. Elle reste sensible au carbapénène,
ertapenem et imipenem, elle reste sensible à la mycacine et elle est rendue sensible également à l'amoxicilline acide clavulanique et la tazocilline, la piperacilline, tazobactam. Alors, est-ce que vous validez cet antibiogramme? Ça sera ma première question. Est-ce que ça vous paraît un antibiogramme logique, concordant? Est-ce que vous le validez? Alors, bon, quand on a un BDSE, on s'attend à ce qu'il soit résistant et généralement, on le traite par l'imipenem, nous. Maintenant, est-ce qu'on est tenté devant cet antibiogramme, si on croit bien amoxicillin, de la mettre sous amoxicillin? Je ne sais pas. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que chez une souche BDSE, je pourrais avoir l'amoxicilline acide clavulanique sensible? C'est ça en fait. Oui. Est-ce que je pourrais… ce sont des inhibiteurs de bêta-lactamase. Ce sont des inhibiteurs de bêta-lactamase, des inhibiteurs de pénicillinase. Et la BDSE, c'est une pénicillinase. Alors généralement, ce qui est dans les recommandations, on ne fait plus de lecture interprétative de l'antibiogramme chez les souches BDSE. Avant, en 2014, on nous disait dans les recommandations des comités experts, quand vous avez une souche BDSE, il faut rendre les C3G, les C4G, les inhibiteurs R. On extrapole. C'est systématique. Et donc, ce qui a conduit, c'était les recommandations françaises, ce qui a conduit à une utilisation augmentée des carbapénem, puisqu'on se rendait tous, on allait vers les carbapénem. Oui. Et ce qui a conduit à l'augmentation de la résistance au carbapénem. Donc, les recommandations ont été revues, les concentrations critiques ont été revues de façon à ce que on ne fait plus de lecture interprétative. On rend exactement ce qu'on trouve. Si j'ai une souche BDSE qui garde une sensibilité à l'amoxicilline acide clave, je n'interprète pas, je la laisse S. Si j'ai une souche de BDSE qui garde une sensibilité à une des céphalosporines de 3e génération ou bien à une céphalosporine de 4e génération, là aussi je n'interprète pas, mais je la garde, je la rends S, mais à condition. La condition, c'est justement ça. C'est que si je vais utiliser une de ces associations, notamment les pénicillines avec les inhibiteurs, que ce soit l'acide clavulanique, que ce soit le tazobactam, si je vais l'utiliser, retenir cette utilisation pour traiter une infection à une entérobactérie BDSE, il faut que ça soit sur la base d'une CMI. Alors, ça concerne principalement les infections autres que l'infection urinaire. Pour l'infection urinaire, vous voyez très bien que les concentrations ici sur ce tableau ont été révisées en fonction du site de l'infection. Et donc, de façon à pouvoir utiliser l'amoxicilline acide clavulanique dans les cystites et le récupérer dans les cystites en raison, bien sûr, de la bonne concentration urinaire de l'acide clavulanique. Et donc, en dehors, si j'ai une infection urinaire, je peux me contenter des disques d'antibiotiques. Par exemple, ici, c'est une souche BDSE, mais vous voyez le diamètre de l'amoxicilline acide clavulanique, il reste sensible. Chez mon patient, je peux le traiter avec l'amoxicilline acide clavulanique en contrôlant la stérilité, bien sûr, en surveillant, en fonction du contexte clinique, de la sévérité de l'infection et en surveillant la stérilité des urines. On a commencé, depuis un certain moment, on a commencé effectivement à cibler ces souches BDSE et regarder, bien sûr, en dehors de l'infection urinaire masculine, de traiter avec l'amoxicilline acide clavulanique quand il est sensible, les souches BDSE, et généralement, on a une stérilité des urines au bout de 48-72 heures. Donc, ça peut être une très bonne alternative pour ne pas aller vers les carbapénem éventuellement et vers des antibiotiques à très, très large spectre. Mais en dehors de l'infection urinaire, si je vais utiliser l'amoxicilline acide clavulanique, il faut que ça soit sur la base d'une CMI, une concentration minimale inhibitrice. Et c'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les céphalosporines de 3e génération. Si je veux les utiliser, que ce soit dans l'infection urinaire, que ce soit dans la bactériémie, que ce soit dans une autre infection, il faut que ça soit chez une souche BDSE, il faut que j'ai des CMI qui sont inférieurs à 1 mg par litre, que ce soit pour céphtriaxone, céphotaxime, céphtaziline ou céphépine. Il faut que la CMI soit inférieure à 1 mg par litre. Alors tout ceci, c'est dans un souci de préserver les carbapénem, bien sûr, et de pouvoir récupérer l'utilisation de certaines molécules, des céphalosporines, chez les souches BDSE et de laisser un petit peu au repos les carbapénem. Parce qu'il y a quand même une utilisation abusive des carbapénem. On a de plus en plus on a une fréquence importante des infections à BDSE dans notre contexte. Et donc, il faut essayer, de trouver d'autres alternatives thérapeutiques pour les préserver. Parce que, Nabila, ce qu'on a remarqué, c'est que, bon, à un moment donné, on n'avait que l'ertapenem ou l'imipenem à utiliser.
Et donc, on gardait les enfants pendant 10 jours en hospitalisation pour prendre ce traitement. Et c'est très lourd. Je n'entends pas. Là, tu entends? Madame Bosfara, je n'entends rien, je n'ai plus de sang. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous, on t'entend très bien. Très bien. Alors, ok, Nabila, très bien. Donc, je disais qu'à un moment... Tu m'entends là? oui, oui, je vous entends. Alors, bon, je disais qu'à un moment donné, on était obligé d'utiliser avec les BLSE l'ertapenem ou l'imipenem et donc on les traitait pendant une dizaine de jours en intraveineux. C'est lourd en hospitalisation. Et puis donc, on a commencé aussi à constater, je ne sais pas, parce que moi je suis partie du service, je ne sais pas ce qui est arrivé, et Bahri pourra mieux étayer les choses concernant l'infection urinaire. On a vu que des fois, on ne savait pas que c'était un BDSE, et on commençait à traiter par les céphalosporines troisième génération, le sulfotaxime, et on voyait qu'on avait une apérixie. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, si on isole le BLSE, ça c'était au début, je ne sais pas si maintenant, on garde le même antibiotique malgré qu'on a isolé un BLSE, sachant, souvent, on n'a pas les CMI, on ne nous rend pas beaucoup les CMI. Bahri, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a, vous savez, je peux répondre? Oui, bien entendu. Alors, vous savez, les BLSE, il y a une grande diversité de bêta-lactamases. Il y a certains bêta-lactamases, des BLSE, qui vont toucher beaucoup plus céfotaxime. Ils vont épargner un petit peu les ceftazidime. Ou alors, ils vont toucher beaucoup plus la ceftazidime et vont épargner un petit peu céfotaxime. Et donc, les concentrations critiques, ils les ont revues justement au sein des comités experts pour permettre quand même une utilisation des céphalosporines pour les souches BLSE en se basant sur les concentrations critiques. Et donc, si on a pour une souche BLSE une CMI qui est inférieure à 1 mg par litre pour les céphalosporines de troisième génération, quatrième génération, on peut les utiliser pour le traitement, mais en fonction là aussi de la clinique. Vous savez très bien quand vous dites votre patient il s'améliore, il est sous C3G et le laboratoire nous rend le C3G sans R, mais vous savez, un prélèvement n'est jamais interprété comme tout seul. C'est-à-dire un prélèvement positif tout seul ne signifie absolument rien. Un prélèvement positif, il devra obligatoirement être interprété selon le contexte clinique du patient, parce que c'est la clinique qui prime. Si mon patient il s'améliore sous C3G, je le garde sous C3G. Il peut s'agir d'une contamination, il peut s'agir d'une colonisation, il peut s'agir, donc en fonction du contexte clinique, mais j'interprète toujours l'amélioration clinique est très très importante. Et donc, si j'ai une infection urinaire et une souche BLSE et mon patient, il s'améliore sous traitement, je le garde sous le même traitement. Je ne change pas. Et je surveille mon patient, je surveille son évolution. Le gros problème, c'est avec les Escherichia coli et les Klebsiella au cours des infections urinaires. Exactement. On a 24% de BLSE pour les Klebsiella et à peu près 20% pour les Escherichia coli. Et sur le plan pratique, nous, on ne va pas attendre l'antibiogramme pour démarrer le traitement d'une infection urinaire. Donc, on va suivre les recommandations. C'est essentiellement céphalosporine troisième génération à la dose de 150 mg kg. Dans 80% des cas de ces BLSE, on a une évolution clinique favorable. Il y a une apyrexie au bout de 48 heures. Généralement, au début, on avait changé vers l'artapénème, etc., etc. Puisqu'on avait une évolution clinique favorable, on disait il faut continuer. Et apparemment, c'est un problème qui est rencontré mondialement. Ils ont dit qu'il faut réviser à la baisse la CNI pour les céphalosporines troisième génération au cours des infections urinaires. Qu'est-ce qu'on fait? On contrôle le SUBU et on contrôle les marqueurs de l'inflammation, notamment la CRP, et si l'évolution clinique, bactériologique et biologique est favorable, on va continuer avec le même traitement à la même dose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça réussit généralement dans 80% des cas. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. La clinique vous permettra de décider est-ce qu'il faut continuer le traitement, est-ce qu'il faut le changer. Donc, c'est le contexte clinique qui est très, très important dans ce genre de situation où on a justement parfois besoin de CMI pour trancher et garder ou pas le même traitement.
Donc là, je pense que c'est quand même important de souligner cette particularité et d'essayer de préserver du mieux qu'on peut les carbapénèmes et d'aller toujours de rechercher, c'est une souche BLSE, est-ce qu'il n'y a pas autre alternative au sein de la famille des bêta-lactamines avant d'aller vers les bêta-lactamines à plus large spectre qui sont les carbapénèmes. On peut tenter aussi une monothérapie par l'aminoside. Oui. Et laisser tranquille les carbapénèmes. Donc, on peut retrouver certaines, voilà, essayer toujours de trouver des alternatives avant et laisser toujours les carbapénèmes au dernier recours. C'est quand on n'a pas autre chose. Et quand la clinique, elle nous impose aussi d'utiliser les carbapénèmes. Notamment la sévérité à 30 mg kg, c'est-à-dire qu'il faut toujours aussi trouver le relais par voie orale. Exactement. Exactement. Le problème, c'est toujours le relais par voie orale et on essaie de ne pas les garder pendant une dizaine de jours. Exactement. Je vous rejoins parfaitement, Oussed. Nabila, tu as une question là écrite. Est-ce que l'amicacine est le seul le seul anti-aminoside sensible à l'Escherichia coli BLSE? Non, non. Les Escherichia coli ne résistent pas naturellement aux aminosides. Donc, on a les aminosides qui restent actifs sur les entérobactéries, c'est l'amicacine, la gentamicine et la tobramycine. Donc, quand elles résistent, c'est des résistances acquises qu'elle va acquérir. Et généralement, vous allez voir que quand ça sera aussi, c'est le contexte chez vous aussi, quand vous avez des souches BLSE, c'est une résistance plasmidique. Et souvent, chez une souche d'Escherichia coli BLSE, elle sera résistante aussi aux bactéries, elle sera résistante à la cipro, elle sera résistante très souvent à la gentamicine, à la tobramycine. Et donc, voilà, et donc on n'a que l'amicacine qui garde une activité chez les souches BLSE. En tout cas, on a très peu de résistance à l'amicacine chez nous, et je pense que c'est le cas aussi chez vous. Donc, c'est l'aminoside qui garde le plus d'activité sur les souches BLSE, c'est l'amicacine par rapport à la genta et à la tobra. Je pense qu'on a dans les 28% de résistance à l'amicacine, mais par contre, la résistance aux bactéries, c'est aux alentours de 36% ou à 40% au cours de ces BLSE. Oui, dans les infections urinaires nosocomiales à des souches BLSE, malheureusement, on est très limité. C'est pour ça que là, en matière d'infection urinaire, il est très important d'insister sur le fait que les renseignements cliniques sont très importants à délivrer au laboratoire parce que c'est ce qui permet de mieux interpréter les cultures urinaires. Et sans renseignement clinique, on est un petit peu lié. Et donc, pour faire la part entre colonisation, entre infection urinaire, on se base très souvent sur des critères microbiologiques, alors qu'il faut aussi, les critères cliniques, ils font partie des critères d'interprétation pour retenir tel ou tel germe. Et donc, on ne se basera pas sur un résultat de CBI positif pour traiter notre patient, mais plutôt sur la clinique de notre patient. Est-ce que c'est bon Oui, oui, vas-y. Donc, je peux continuer? Oui, oui. Merci beaucoup. Alors là, justement, on va aller voir du côté, au niveau du même antibiogramme, on va aller voir du côté des fluoroquinolones. Là aussi, la question qu'on se pose, j'ai une souche d'Escherichia coli, est-ce qu'il y a des résistances naturelles aux quinolones chez les entérobactéries? La réponse est non. Donc, généralement, les entérobactéries sont sensibles naturellement aux quinolones. Alors, sur votre antibiogramme ici, vous avez l'acide nalidixique qui est rendu S, vous avez une résistance à la norfloxacine, une résistance à la cipro, et vous avez une sensibilité conservée à la lévofloxacine et l'ofloxacine. Donc, on va rester, on fait un focus sur les quinolones. Et là, ma question, est-ce que vous validez cet antibiogramme par rapport aux quinolones? Est-ce que vous le validez? Est-ce que vous trouvez que c'est concordant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît voilà, louche? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet antibiogramme? Je ne sais pas, moi je ne peux pas te répondre. Alors les autres, tu as docteur Chouchen qui dit non, il n'est pas d'accord. Chokri, pourquoi? Est-ce que tu peux avoir activé ton micro, Chokri? Chokri, ton micro. Allô? Oui, voilà. Bonjour. Parce que l'acide nalidixique, c'est une fluoroquinolone de première génération et normalement, on peut avoir une résistance à l'acide nalidixique, mais une sensibilité à l'hypofloxacine et à l'ofloxacine. C'est très bien, c'est exactement ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure sur le choix des antibiotiques à tester,
qu'il y a certains antibiotiques qu'on peut, mais là c'est une infection urinaire, donc on a l'acide nalidixique, mais on peut avoir des antibiotiques qu'on va utiliser, qu'on va mettre dans un antibiogramme, non pas parce qu'ils ont une efficacité thérapeutique ou qu'on va les utiliser dans le traitement, parce que ce sont des antibiotiques marqueurs. C'est des antibiotiques qui vont me permettre de détecter qui sont les premiers à être touchés par la résistance et qui vont me permettre de détecter l'émergence des résistances chez telle ou telle bactérie. Et dans le cas, quand vous avez dit l'acide nalidixique, c'est une quinolone de première génération, et c'est une molécule qui est recommandée comme un marqueur de détection de la résistance au sein de la famille des fluoroquinolones. Pourquoi? Parce que c'est la première molécule qui va être touchée quand il y a un mécanisme de résistance qui va s'installer, que la bactérie va mettre en place pour résister aux fluoroquinolones. Et donc, lorsque je teste l'acide nalidixique sur mon antibiogramme et je le trouve sensible, alors quand il est sensible, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que la bactérie, jusque-là, elle n'a pas mis en place un mécanisme de résistance. Et dans ce cas-là, avant, il était recommandé, c'est pour ça que j'ai laissé la norfloxacine ici, en rose, parce qu'avant, on recommandait d'utiliser la norfloxacine comme marqueur, et depuis 2019, on utilise l'acide nalidixique. Et donc, quand l'acide nalidixique, il est sensible, c'est que tout va bien, même si je n'ai pas testé sur mon antibiogramme la lévo, la cipro, l'oflo, la moxifloxacine, je peux les rendre sensibles sans problème. C'est ce qu'on appelle des antibiotiques marqueurs et on va extrapoler leur état de sensibilité aux autres antibiotiques non testés sur l'antibiogramme. Par contre, dans la situation où je vais avoir l'acide nalidixique qui est résistant, ça veut dire que là, la bactérie, elle s'est réveillée, elle est en train de mettre en place un mécanisme de résistance par rapport à cette famille des fluoroquinolones. Et pour cela, pour le reste des molécules, il va falloir que je les teste séparément. Je n'ai aucune idée. Je peux avoir une résistance à l'acide nalidixique et une sensibilité à la cipro. Donc, je devrais tester ces molécules séparément, individuellement, pour connaître leur état de sensibilité. Et donc c'est à tester séparément. Par contre, si par exemple j'ai testé directement la ciprofloxacine sur mon antibiogramme, et quand la ciprofloxacine elle est résistante, c'est une résistance croisée à toutes les autres molécules fluoroquinolones. Donc, je rends systématiquement l'oflo, même si je ne l'ai pas sur mon antibiogramme, je sais qu'elle va être résistante et je sais que la moxifloxacine va être résistante, que la lévofloxacine va être résistante. Donc, si j'ai une résistance à l'acide nalidixique, donc, est-ce que la cipro peut être sensible? Oui, mais attention. Pourquoi? Parce que pour l'augmentation des CMI, et ça, c'est une règle générale que vous devez toujours avoir en tête par rapport aux fluoroquinolones. La résistance chez cette famille, elle est particulière. Elle se fait par palier. Elle se fait en marche d'escalier. C'est un cumul de mutations qui vont s'accumuler. C'est un cumul progressif des résistances. Et donc, quand vous avez le marqueur de détection de la résistance qui est touché, évitez d'utiliser les fluoroquinolones. Même si vous avez les autres molécules sont testées sensibles. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir rapidement la sélection des mutants résistants au cours du traitement. Donc, si mon marqueur il est touché, si je peux avoir une autre alternative thérapeutique que les fluoroquinolones, c'est tant mieux. Maintenant, si la résistance à la cipro, j'ai une résistance à la cipro, je ne réfléchis même pas, c'est une résistance croisée à toutes les autres fluoroquinolones. Est-ce que c'est bon? Très bien. Parfait. Alors là, je vais aller voir du côté, je reviens à la BLSE. Alors, je reviens à la BLSE, aux souches BLSE, et on va parler de la problématique qu'on a soulevée tout à l'heure, et notamment la particularité des souches BLSE, parce que voilà, vous voyez l'antibiogramme, très souvent, tout est R. Très souvent, on a des résistances à tous les antibiotiques testés. Je n'ai plus la possibilité d'avoir ces 3G, ils ont des CMI supérieurs à 1 mg par litre, ni les inhibiteurs de bêta-lactamase, ni les fluoroquinolones, l'agenta et les R. Alors, qui me reste sensible, c'est l'imipenem sensible et l'amicacine sensible. Ma question, est-ce qu'il y a quelque chose sur cet antibiogramme qui vous interpelle? Je suis d'accord avec vous que si vous avez à traiter votre patient pour un sepsis, je vais aller vers les carbapénèmes, on est d'accord. C'est une association, notamment s'il y a un sepsis, bactériémie, on va associer l'imipénème à l'amicacine. Mais est-ce que sur cet antibiogramme, il y a quelque chose qui vous interpelle? Oui?
Le profil qu'on a, généralement, on garde une sensibilité aux céphalosporines 4e génération. Le profil qu'on a des BLS. Vous avez de la chance. Si vous avez des CMI inférieurs à 1 mg par litre, c'est très bien. Donc, vous pouvez éventuellement utiliser. Nous ce n'est pas le cas. Nous, souvent, la céphépime, elle est touchée chez les souches BLSE. C'est très rarement qu'on a la céphépime qui garde une sensibilité. Mais de toutes les façons, sur cet antibiogramme, la céphépime, elle est R. Donc, on a des CMI élevés et donc on a une résistance à la céphépime. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur cet antibiogramme, une molécule particulière dont la résistance vous interpelle? Alors, donc je réponds. L'ertapenem. Très bien, Ostad. C'est l'ertapenem. Alors, pourquoi je parle de l'ertapenem? Parce qu'il y a une sécrétion, en fin de compte, il y a souvent une sécrétion de carbapénémase secondaire à l'utilisation de l'ertapenem. Donc, une résistance qui est facilement acquise. Effectivement, Ostad. Avec les souches BLSE, on a commencé à utiliser les carbapénèmes et donc la résistance chez les entérobactéries au carbapénème, elle se fait par deux mécanismes. Soit c'est une souche BLSE qui va devenir imperméable au carbapénème, soit c'est une souche BLSE qui va produire une carbapénémase qui est une enzyme qui dégrade les carbapénèmes. Alors sur l'antibiogramme, les trois molécules en tout cas qui sont disponibles sur le marché chez nous, c'est l'ertapenem, l'imipénem et actuellement depuis une année, le méropenem. Donc, ces trois molécules, est-ce qu'il faut les tester systématiquement? Ce qu'il faut tester chez les entérobactéries, l'ertapenem doit être testé systématiquement. Pour l'imipénem ou méropenem, on peut tester l'imipénem ou le méropenem, c'est exactement la même chose par rapport au spectre d'activité chez les entérobactéries. Donc, l'ertapenem, pourquoi on le teste systématiquement? Oui, parce qu'on peut l'utiliser éventuellement pour le traitement, mais aussi parce que c'est l'antibiotique marqueur. C'est le premier antibiotique, c'est la première molécule carbapénème qui va être touchée et qui va être touchée par la résistance quand il y a un mécanisme de résistance mis en place par la bactérie. Et donc, il a la meilleure sensibilité pour détecter les souches productrices de carbapénémase. Et donc, sur mon antibiogramme, je dois toujours aller chercher, regarder et faire attention à l'ertapenem. Est-ce qu'il est sensible? S'il est sensible, tout va bien pour moi. Pour le moment, il n'y a rien. S'il est intermédiaire, s'il est résistant, c'est que je suspecte la production d'une carbapénémase. Et dans ce cas-là, je ferai attention à mon imipénem parce qu'il faut que j'ai une CMI pour être sûr que la souche, elle est sensible à l'imipénem. Là aussi, il n'y a pas de lecture interprétative de l'antibiogramme. Ce n'est pas parce que la souche, elle est productrice d'une carbapénémase que je vais rendre l'imipénem R et que je ne vais pas l'utiliser pour le traitement. Non, on rend exactement ce qu'on trouve. On ne fait pas de lecture interprétative. Si l'imipénem, il est sensible, je le rends sensible. Même si je fais une recherche de carbapénémase, par exemple, et je trouve que ma souche, elle est productrice d'une carbapénémase. Je ne modifie pas la catégorisation clinique de l'imipénem. S'il est sensible, je le rends sensible. S'il est résistant, je le rends résistant. Voilà. Donc, toujours sur l'antibiogramme, il faut avoir des entérobactéries, il faut avoir l'ertapenem, il faut toujours faire attention, avoir un œil sur l'ertapenem pour voir est-ce qu'il est touché, est-ce qu'il garde une sensibilité, parce que c'est la meilleure molécule qui va détecter, qui a la meilleure sensibilité pour détecter justement ces souches qui sont productrices de carbapénémase chez les entérobactéries. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, un autre cas, est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous m'entendez? Vous activez, madame, le micro, madame Bousfara. Mon micro, il est activé. Non, le mien, Nabila. D'accord. Je voulais te dire qu'on doit rendre l'antenne à 19h. Donc, je vais te demander de faire vite. Je vais faire vite, comme ça, on terminera. On terminera. Très bien. Alors, je vais passer à un cas sur le Pseudomonas aeruginosa. Vous avez votre patient qui a un sepsis, une patiente qui a un sepsis que vous avez traité en probabiliste par la ceftriaxone et la gentamicine, et vous avez reçu votre hémoculture qui est revenue positive à Pseudomonas aeruginosa. Et là, la question qui se pose éventuellement, est-ce que vous gardez le même traitement en attendant l'antibiogramme? Est-ce que vous décidez quand même d'arrêter la ceftriaxone et de changer le traitement? Alors, tout simplement, on est devant une infection sévère, on est devant un sepsis. La question que je vais me poser, c'est par rapport à ce Pseudomonas aeruginosa, qui est le piocyanique, c'est un BGN impliqué dans les infections communautaires, nosocomiales, etc. Et il est particulier par sa virulence, beaucoup plus par sa virulence que par sa résistance. Alors, la ceftriaxone, gentamicine,
et Pseudomonas aeruginosa. Et je me pose la question, est-ce qu'il résiste naturellement à la ceftriaxone ou alors à la gentamicine? La question est oui. Le piocyanide, il résiste naturellement à la ceftriaxone. Il est sensible naturellement à la gentamicine, mais il est résistant naturellement à la ceftriaxone. Et donc là, il est important de connaître quand même chez le piocyanide que c'est une bactérie assez particulière qui possède plusieurs résistances naturelles. Donc, il résiste aux pénicillines, il résiste aux céphalosporines de première génération, amoxiclave, céphalosporines deuxième génération, céphotaxine, ceftriaxone, l'ertapenem, le bactrim, les phénicolées, la kanamycine et la tigecycline. Ce sont des antibiotiques qui sont inactifs naturellement chez le Pseudomonas aeruginosa. Alors, donc, finalement, quels sont les antibiotiques que je dois tester si je vire les résistances naturelles? Donc, il me reste les pénicillines à large spectre, la tazocilline, qui est un antibiotique très actif sur le piocyanide, la ceftazidine, la céphalosporine de quatrième génération, la cefepime, l'imipenem, le méropenem, les fluoroquinolones, la micacine, systématiquement chez le piocyanide. Alors ici, nous avons une pneumopathie à Pseudomonas aeruginosa et vous avez votre antibiogramme que vous avez reçu. La souche, elle est rendue résistante à l'imipenem, résistante à la micacine tobra et sensible aux pénicillines à large spectre, à la tazocilline, à la ceftazidine, à la cefepime et à la ciprofloxacine. Alors, première question, est-ce que vous validez cet antibiogramme? Et de ce fait, si vous le validez, votre patient, il est sous ceftazidime, est-ce que vous allez garder le même traitement? Sachant qu'ici, la première remarque ou bien la première question qu'on va éventuellement se poser, on va se dire, tiens, sur mon antibiogramme, la ceftazidine, elle est rendue sensible, mais l'imipenem, il est rendu R. Alors que l'imipenem, il a un spectre beaucoup plus large que la ceftazidine. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je valide? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur du laboratoire, etc. Donc, ma réponse est, je garde mon patient sous ceftazidime parce qu'effectivement, chez ce patient, la ceftazidime, elle est sensible. Par contre, cette bactérie, chez ce patient, elle présente la particularité d'avoir une résistance sélective à l'imipenem. Et c'est possible chez le piocyanide parce que l'imipenem, il va rentrer à travers les porines. C'est une porine OPRD. Et il va y avoir une résistance, une imperméabilité sélective à l'imipenem, touchant cette porine spécifique de l'imipenem, et donc une résistance sélective, une imperméabilité sélective à l'ensemble, avec une résistance croisée à l'ensemble des carbapenem. Alors, donc, une souche qui était sensible à l'imipenem, méropenem, elle va devenir résistante par imperméabilité sélective, alors que la ceftazidime, vous allez voir ici, la ceftazidime, elle garde une sensibilité, la tazocilline garde une sensibilité, la cefepime, elle garde une sensibilité. Donc, ce n'est pas une erreur du laboratoire, c'est bel et bien un phénotype de résistance qui existe chez le piocyanide. C'est une résistance sélective à l'imipenem. Un autre mécanisme de résistance très important chez le piocyanide, c'est que le piocyanide, il est sensible naturellement à la ceftazidime. D'ailleurs, c'est l'antibiotique de choix quand on suspecte une infection à piocyanide. C'est la ceftazidime, le Fortum, c'est la tazocilline, etc. Et donc, la bactérie, elle peut développer une résistance acquise justement à la ceftazidime en produit hyperproduisant sa céphalosporinase. Et donc, c'est une résistance qui va toucher à la fois la ceftazidime, la tazocilline et toutes les autres pénicillines à large spectre. Par contre, la bactérie va garder une sensibilité à l'imipenem. Alors, je terminerai par les cocci-à-gram positifs. Et là, je vais parler de certaines particularités chez les staphylocoques et éventuellement l'entérocoque parce qu'on l'isole de plus en plus également dans les infections sévères, les bactériémies, les endocardites, etc. Alors, vous avez devant vous votre patient qui a une cellulite à Staph aureus que vous avez traitée par l'amoxicilline acide clavulanique. Et vous avez reçu votre antibiogramme et vous avez la souche, elle est rendue résistante à la pénicilline G, à la péni-M, l'oxacilline, la céfoxytine, la gentamicine, la lévofloxacine, alors qu'elle reste sensible à l'amoxicilline acide clave. Et donc, la question qui se pose, est-ce que je valide toujours cet antibiogramme et est-ce que chez mon patient, je vais garder l'amoxicilline acide clave étant donné qu'il est rendu sensible sur mon antibiogramme? Donc, pour répondre à cette question, là, je me poserai toujours la même question. J'ai un Staph aureus et j'ai l'amoxiclave. Qui est une bêta-lactamine.
Est-ce qu'il y a des résistances naturelles au bêta-lactamine chez le Staph aureus? Non. Le Staph aureus, il est sensible naturellement au bêta-lactamine. Tout ce qu'il va développer, c'est des résistances qui sont acquises. Alors, il est très important de connaître les règles d'interprétation pour qu'on puisse décider est-ce que je valide ou pas cet antibiogramme. Et pour cela, il faut connaître justement les mécanismes de résistance qui sont impliqués dans la résistance acquise du Staph aureus au bêta-lactamine. Alors, le phénotype sauvage, comme vous voyez ici, il est sensible naturellement à toutes les bêta-lactamines. Au départ, on traitait les infections à Staph aureus par la pénicilline G, qui était l'antibiotique de choix. Donc, la bactérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit une pénicillinase. C'est une enzyme qui dégrade les pénicillines. Alors, il y a un artefact, il y a du bruit. Un bruit de fond. Alors, donc, elle produit une pénicillinase, et cette pénicillinase produite par le Staph aureus, elle va dégrader la pénicilline G, mais aussi toutes les pénicillines, pénig-G, amoxicilline, ticarcilline, pipéracilline. Mais l'amoxicilline acide clavulanique, il garde sa sensibilité parce que l'acide clavulanique est un inhibiteur de pénicillinase. Donc, il restaure l'activité, il inhibe l'enzyme et il restaure l'activité de la pénig-G. Donc, dans ce profil, l'amoxiclav, il reste sensible et ces 3G restent sensibles. Alors, donc, quand il y a la résistance à la pénig-G, on a commencé à traiter les infections à Staph par la pénicilline M. Et donc, la bactérie, elle a développé un autre mécanisme de résistance, et notamment par une modification de la cible de l'antibiotique. Et donc, en modifiant la cible de l'antibiotique, elle a développé une résistance à la pénicilline M. Alors, pour détecter cette résistance à la pénicilline M, avant on utilisait l'oxacilline, maintenant ces dernières années, il y a une céphalosporine qui est recommandée pour la détection de la résistance à la pénicilline M, qui est la céfoxytine. Et donc, on va utiliser la céfoxytine pour détecter les souches qui résistent à la pénicilline M par cette modification de la cible, par une nouvelle cible, c'est une nouvelle PLP, qui va avoir une faible affinité pour la pénicilline M, mais particulièrement, elle aura aussi une faible affinité pour l'ensemble des bêta-lactamines. Et donc, on va avoir une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Et donc, une souche qui résiste à la céfoxytine et par conséquent à l'oxacilline, c'est une souche qui a une résistance croisée à toute la famille des bêta-lactamines. Pour détecter la résistance à la pénig-G, on utilise la pénig-G. Pour détecter la résistance à la pénicilline M, on utilise la céfoxytine sur l'antibiogramme et ça va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines ou pas. Alors, normalement, un Staph aureus à la méticilline, c'est un Staph aureus qui résiste à toutes les bêta-lactamines, sauf les nouvelles céphalosporines, la ceftaroline et la ceftobiprole, qui vont garder une activité. Mais si on veut les utiliser en thérapeutique, il va falloir les tester. Donc, finalement, si je reviens à mon antibiogramme, si la pénicilline G et les R, c'est que la bactérie produit une pénicillinase. Donc, systématiquement, l'amoxicilline, elle doit être rendue R. Et quand je regarde la céfoxytine, si elle est R, c'est que c'est une souche qui résiste à la pénicilline M par cette nouvelle PLP. Et donc, il y a une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Et dans ce cas-là, l'amoxicilline acide clavulanique devrait être rendue R et la ceftriaxone et l'imipenem devraient être rendus également R. Donc, c'est une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Et dans ce cas-là, l'antibiothérapie que je suis en train de donner n'est pas adaptée à la souche qui a été isolée. Alors, quand je regarde du côté des aminosides, là aussi, vous avez une souche qui est rendue sensible à la kanamycine, à la tobra et à la gentamicine. Est-ce que c'est un antibiogramme que je peux valider par rapport aux aminosides? La réponse est non, parce que c'est un phénotype qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une sensibilité. Chez le Staph aureus, là, quand je parle des règles d'interprétation, elles sont spécifiques pour chaque famille bactérienne. Donc, elles sont différentes chez les entérobactéries par rapport au Staph, par rapport au piocyannique, etc. Donc, chez le Staph aureus, quand j'ai la résistance à la gentamicine, ça implique que je ne peux plus utiliser les aminosides. Pourquoi? Parce que le Staph aureus résiste aux aminosides en produisant des enzymes. Ce sont des enzymes qui vont modifier les aminosides. Donc, on connaît les enzymes qui sont impliquées et en fonction de ces enzymes impliquées, on connaît les phénotypes qu'on va observer. Et donc, on sait très bien que soit le Staph, il est sensible naturellement aux aminosides, soit il va être résistant uniquement à la kanamycine et la sensibilité à la kana, elle est extrapolée à la micacine, soit il va être résistant à la fois à la tobra et à la micacine, soit quand il résiste à la gentamicine, il résiste à tous les aminosides. Et donc, un phénotype de résistant à la gentamicine implique une résistance à tous les aminosides chez le Staph aureus.
Alors, donc, sur mon antibiogramme, si l'agenta elle est R, systématiquement, les autres aminosides sont R. Alors, je vais regarder du côté des fluoroquinolones, et là, vous avez la sensibilité à la norfloxacine, et vous avez la résistance à la lévo. Là aussi, je me pose la question, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que là aussi, la norfloxacine, si je l'ai utilisée sur cet antibiogramme, ce n'est pas pour une efficacité thérapeutique ou pour un intérêt thérapeutique, mais plutôt pour un marqueur de détection de la résistance aux fluoroquinolones. Pareil pour les entérobactéries, on a utilisé l'acide nadidixique. Ici, pour les grammes positifs en principe, en général, on utilise comme marqueur la norfloxacine. Et donc, sachant qu'il y a une résistance naturelle du staph à l'acide nalidixique, mais pour les autres fluoroquinolones, elles ont une activité similaire sur les staphylocoques, avec une résistance qui est croisée entre les molécules, mais avec des niveaux d'expression variables. C'est pour cela qu'on va tester la norfloxacine. Si elle est sensible, je peux rendre, tout va bien, il n'y a pas encore un mécanisme de résistance qui est mis en place, et donc je peux rendre toutes les autres fluoroquinolones sensibles. Par contre, si elle est résistante, je devrais tester chaque fluoroquinolone séparément. Et pas de monothérapie pour le traitement des infections à staphylocoque pour les fluoroquinolones parce qu'il y a rapidement la sélection de la résistance. Et donc, là, pour voir un petit peu si vous avez retenu ces règles d'interprétation. Et je vous donne ici des antibiotiques avec des points d'interrogation pour certains. Est-ce qu'on peut déduire la sensibilité à ces antibiotiques à partir des quelques molécules où la sensibilité ou la résistance elle est rendue? Si je prends ici la pénicilline G, si elle est R sur mon antibiogramme, c'est que forcément il y a une pénicillinase. Dans ce cas-là, je rends l'amoxicilline R systématiquement. Je vais aller regarder chez le staph la céfoxytine parce que finalement, au sein des bêta-lactamines, ce que je vais tester chez un staph aureus sur l'antibiogramme, c'est la pénicilline G et la céfoxytine uniquement. Et à partir de là, j'extrapole sur le reste de la famille des bêta-lactamines. Alors, je regarde la céfoxytine. Si elle est sensible, c'est que tout va bien, il n'y a pas de résistance à la péni-M. Et donc, il n'y a pas, donc je rends, en dehors de la pénicillinase, je rends l'oxacilline sensible, la ceftriaxone sensible, l'imipenem sensible. Je regarde du côté des aminosides, l'agenta, elle est touchée. Donc, si l'agenta, elle est R, j'oublie les aminosides, les autres sont également résistants. Je regarde du côté des fluoroquinolones, la norfloxacine, elle est sensible. Donc, même si je n'ai pas testé la lévofloxacine, si la norfloxacine elle est sensible, je peux rendre la lévofloxacine également sensible. Donc, voilà un petit peu les principales règles d'interprétation par rapport au Staph aureus. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. Est-ce que je peux... Il reste l'entérocoque, mais je peux arrêter ici. On peut arrêter. 5 minutes. Ça, il nous donne 5 minutes. Vas-y. Je termine. Très bien. Alors là, vous avez une endocardite traitée en probabiliste par ceftriaxone gentamicine. Votre bactériémie, votre hémoculture, elle revient positive à entérocoque faecium. Alors, est-ce que vous gardez le même traitement en attendant l'antibiogramme? Est-ce que vous décidez d'arrêter la ceftriaxone et changer le traitement? Là, on revient toujours à la fameuse question, est-ce qu'il y a des résistances naturelles chez l'entérocoque par rapport à la ceftriaxone ou alors à la gentamicine? Effectivement, il est important de connaître les résistances naturelles parce que l'entérocoque faecium, il résiste naturellement à la ceftriaxone. Donc, en fonction de la sévérité de l'infection, je ne vais pas attendre l'antibiogramme, je peux déjà changer le traitement. Alors, je vous donne ici rapidement l'antibiogramme qui a été reçu après et votre souche est rendue résistante à l'amoxicilline et vous n'avez pas les autres antibiotiques. Vous avez une résistance à l'agenta, une sensibilité à la norfloxacine. Est-ce que vous pouvez déduire la sensibilité à ces antibiotiques? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que je connais les résistances naturelles à l'entérocoque et je connais les principales règles d'interprétation qui vont me permettre de déduire la sensibilité à ces antibiotiques qui sont là, sans les tester. Alors, en prenant les résistances naturelles, l'entérocoque, il résiste naturellement céphotaxine, ceftriaxone, l'acide fusidique, le Bactrim, la lincomycine, et les aminosides, c'est une résistance, je l'ai dit au départ, c'est une résistance naturelle de bas niveau. Et donc, sur mon antibiogramme, déjà, pour les résistances naturelles, je peux les rendre. Ceftriaxone, c'est une résistance naturelle. Le Bactrim, c'est une résistance naturelle chez l'entérocoque. Donc, il n'y a pas de problème. Je reviens au reste. Il faut savoir que l'entérocoque, il résiste naturellement aux céphalosporides, mais il garde une sensibilité aux pénicillines. Donc, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il peut développer de la résistance acquise aux pénicillines. Alors, le marqueur, l'antibiotique qui va me permettre de détecter est-ce qu'il y a un problème par rapport aux pénicillines? C'est l'amoxicilline. Je teste l'amoxicilline ou l'ampicilline. Quand il y a une sensibilité à l'amoxicilline, tout va bien.
c'est que l'amoxicilline acide clave, il est sensible, l'imipenem, il est sensible. Par contre, quand j'ai une résistance à l'amoxicilline, c'est qu'il y a une hyperproduction d'une PLP5 et donc on a une résistance de haut niveau aux aminosides, ce qui implique qu'il y a une résistance de haut niveau aux bêta-lactamines, ce qui implique que je rends l'amoxicilline R et l'imipenem R. Donc, le marqueur dont j'ai besoin ici, c'est l'amoxicilline, l'ampicilline, qui va me permettre de déduire la résistance et la sensibilité à l'amoxicilline acide clave et à l'imipenem. Quand je regarde du côté des aminosides, tout à l'heure, je vous ai dit, tous les streptocoques, ils ont une résistance naturelle de bas niveau aux aminosides. C'est par rapport à leur structure. Et donc, les aminosides, on peut les utiliser mais en association, mais jamais en monothérapie. Alors, quand est-ce que je ne peux plus les utiliser en association? C'est quand je détecte une résistance sur l'antibiogramme. Parce que pour les streptocoques, et entre autres l'entérocoque qui est un streptocoque, on détecte sur l'antibiogramme la résistance de haut niveau, la résistance avec des doses fortement chargées. Et donc, quand la genta ici, elle est R, c'est qu'il y a une résistance de haut niveau aux aminosides. Et donc, je ne gagne rien. Il y a cette association synergique et bactéricide des aminosides avec les glycopeptides ou avec les bêta-lactamines, elle est abolie. Et donc, je ne gagne rien à associer la gentamicine ici. Alors, pour les fluoroquinolones, et là, c'est la dernière règle d'interprétation, la norfloxacine, elle est sensible. C'est la même chose que pour le STAC, pour les grammes positifs. La norfloxacine est un marqueur de détection de la résistance aux fluoroquinolones. Si elle est sensible, je peux rendre les autres sensibles. Si elle est R, je dois tester séparément les autres antibiotiques. Donc, pour récapituler les principales règles d'interprétation chez l'entérocoque, lorsque l'ampicilline, elle est R, ça implique une résistance de haut niveau aux bêta-lactamines qui reste active sur l'entérocoque, notamment l'amoxiclave, l'imipenem et la tazocilline. Lorsque la gentamicine et les R, ça implique qu'il n'y a plus de synergie ni d'effet bactéricide de l'association des aminosides avec les bêta-lactamines et les glycopeptides. Lorsqu'on a la norfloxacine qui est sensible, donc je peux considérer toutes mes fluoroquinolones sensibles, et quand elle est R, je devrais les tester séparément. Il y a aussi la particularité de la vancomycine et la thécoplanine, quand ils sont résistants chez l'entérocoque faecium, ça implique que la bactérie, que l'entérocoque faecium, il est considéré comme une bactérie hautement résistante, ce qui implique bien sûr l'isolement du patient pour prévenir la dissémination, mais aussi aller vers d'autres alternatives, notamment le linezolide, etc., pour remplacer les glycopeptides. Donc voilà un petit peu les principales règles d'interprétation et les principaux rappels que j'avais à partager avec vous. Je m'excuse si j'étais assez longue, mais on a pris un petit peu du temps par rapport à la discussion. Et donc, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pu également répondre aux objectifs de cette présentation. Et je vous remercie pour